qui a le plus grand impact sur ta santé de manière générale, c'est ta santé mentale. Il n'y a aucun facteur qui va plus influencer ta santé physique que ta santé mentale. Bienvenue dans Minds and Machines, le rendez-vous de la technologie au service de la santé mentale. Animé par Arnaud Bressot, développeur IA et passionné de psychologie. Rejoignez-nous à chaque épisode pour découvrir des innovations, des spécialistes et des histoires inspirantes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec Anthony Munoz Cifuentes, CEO de Myriad, l'application pour la santé mentale des salariés. Bonjour Anthony, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à créer Myriad ? Bonjour Arnaud, écoute, au niveau de mon parcours, j'ai toujours voulu être entrepreneur et je m'étais un peu donné un plan de vie. Pour te situer le contexte, j'avais pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune et j'avais cette idée fixe que pour créer une entreprise, il fallait avoir de l'argent. Donc je me suis dit, je vais d'abord travailler en finance et accumuler un peu d'argent pour pouvoir créer ma première entreprise. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé en finance à Londres, sauf que très vite, en fait, le plan a déraillé parce que je n'en pouvais plus d'attendre. Je voulais absolument créer une entreprise. Je pensais entrepreneuriat toute la journée. J'étais en permanence la tête dans des business plans. Je voulais absolument entreprendre. Donc, courant 2017, je démissionne, je crée une première entreprise. Sauf que, et je ne recommande à personne de faire ça, je n'avais même pas d'idée. Je démissionne et je n'ai même pas d'idée d'entreprise. Je n'avais pas un sujet en particulier. Mais je savais qu'il fallait que j'entreprenne et je me disais, démissionner, ça va me mettre dans une situation où je vais devoir me bouger. Donc, je réfléchis et je me dis, OK, certes, j'ai pas forcément d'idée. On va déjà commencer à brainstormer quel est le marché sur lequel je veux travailler. Et là, je me rends compte que le plus gros marché qui existe dans le monde, c'est le marché de la santé, d'assez loin d'ailleurs. Et c'est paradoxal, en tout cas, si c'est paradoxal, c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que la santé, c'est vraiment un marché que tu veux qu'il soit petit pour deux raisons. Déjà parce que c'est de l'argent public, mais aussi et surtout parce que cet argent il est dépensé parce que les gens sont malades. Donc si ce marché diminue, ça voudra dire non seulement que tu dépenses moins d'argent public, mais que les gens sont en meilleure santé. Et là, je me suis dit, bingo, c'est ça que je vais faire de la santé préventive. Je vais empêcher les gens de tomber malades, je vais réduire le marché de la santé. Donc du coup, j'ai créé une première entreprise en 2017 en Asie, elle était à Singapour, qui faisait de la santé préventive, mais vraiment physique. Et au bout de 3 ans, 2 ans et demi pour être plus exact, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des barrières à l'entrée énormes sur la santé physique, et encore heureux, en termes de régulation. C'est beaucoup des entreprises très binaires où soit ça marche très bien et soit tu peux jamais faire de chiffre d'affaires parce que tu n'as pas obtenu ta certification. Et donc du coup, je me retrouve fin 2019, début 2020, dans cette situation où on en a marre de faire juste levée de fonds après levée de fonds, de la recherche, sachant que moi-même ne faisais pas la recherche. Donc, en tant que CEO, mon travail, c'était quasiment que de faire de la levée de fonds. Et on se dit, on veut toujours faire de la santé préventive. Et c'est de là que vient l'idée de Myriad. Donc, je te fais une longue réponse, dans laquelle on se dit, on se rend compte que ce qui a le plus grand impact sur ta santé de manière générale, c'est ta santé mentale. Il n'y a aucun facteur qui va plus influencer ta santé physique que ta santé mentale. Si ta santé mentale est mauvaise, ta probabilité d'avoir des maladies est bien plus élevée. À l'inverse, si tu as une bonne santé mentale, tu améliores énormément tes conditions physiques. Et donc, c'est de cette idée qu'est venue Myriad. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est venu à créer début 2020 Myriad. Donc, à nos yeux, à l'équipe fondatrice, c'est un petit peu un pivot de l'entreprise précédente. Ok, et petite question du coup par rapport à cette entreprise. Donc vous étiez basé en Thaïlande, vous vouliez un marché international dès le début ou bien c'était un truc plus restreint et c'était quoi le problème précis que vous résolviez ? Alors, on vivait en Thaïlande, mais l'entreprise était à Singapour. Et donc, le marché primordial, c'était l'Asie du Sud-Est. Et donc, il y avait une volonté à terme de s'étendre, mais on voulait faire un premier go-to-market en Asie du Sud-Est. Donc, ce qu'on faisait, c'est on te permettait de faire un test urinaire à domicile sur ton téléphone. Résultat, en 1 minute, coût marginal 0. Alors, je m'explique plus précisément. Quand tu vas en laboratoire pour faire un test urinaire, alors, je te fais dans les grandes lignes, mais tu vas uriner dans un gobelet. Eux, derrière, ce qu'ils vont faire avec ça, en général, c'est pas toujours vrai, mais très souvent, ils vont tremper une strip, une petite bandelette dans ce gobelet, avec, tu sais, des petits carrés de couleur. Cette bandelette, ils vont la rentrer dans une machine qui s'appelle un spectromètre. Cette machine, elle va illuminer avec une lumière bien spécifique ces carrés et en déterminer de façon extrêmement précise la couleur. Et c'est cette couleur qui va déterminer si tu as tant de protéines dans l'urine, mais ça va être pareil pour le sang,
tant de glucose, tant de enfin, il y a différents types de molécules que tu mesures. Chaque carré, c'est une molécule de mesurer. Bon, ça marche depuis des dizaines d'années, ça fonctionne très bien. Le problème, c'est que tu dois aller en laboratoire. Le problème, c'est que les machines en question, les spectromètres, c'est des grosses machines qui coûtent 10 000 euros. Et donc, le business de l'entreprise Prism, qui existe toujours d'ailleurs, c'est de faire un spectromètre à domicile qui te coûte aux alentours de 300 euros, donc pas cher, et qui te donne les résultats tout de suite sur ton téléphone. Donc, tu achètes un pack de bandelettes, ça coûte 5 euros les 10 bandelettes, ça coûte vraiment rien du tout, donc coût marginal 50 centimes si tu préfères. Donc, tu fais la même chose qu'en laboratoire, tu urines dans ton gobelet, tu trempes ta bandelette, tu rentres la bandelette dans ton spectromètre, tu attends 1 minute et hop, tu as ton résultat dans ton téléphone. Et donc, ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait que ça te coûte moins cher de faire un test, c'est surtout tu peux faire des évolutions, tu peux regarder des tendances. C'est-à-dire que tu ne vas pas uniquement regarder est-ce que tu es au-dessus ou en dessous des normales que tu vas voir sur la molécule en particulier. Ce que tu vas pouvoir déterminer, c'est est-ce qu'il y a une évolution. Par exemple, si tu es toujours dans la normale, mais que sur les 6 derniers mois, tu as perdu 20% et tu te rapproches dangereusement de la limite, il y a déjà un signal à détecter. Alors que si tu étais juste allé en laboratoire et que tu étais tombé dans la limite, on t'aurait dit tout va bien, monsieur, à dans 3 ans. Alors qu'en fait, ça se trouve que dans ces 3 années, c'est là où tu vas développer une maladie grave. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce que faisait l'entreprise précédente. Oh, ok. Et donc, du coup, il y a eu un gros pivot sur Myriad. D'abord, vous avez changé d'emplacement, parce que vous êtes maintenant en France, il me semble. Et vous avez changé de sujet. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui t'a poussé à créer Myriad ? Donc, comme je te disais dans mon introduction, nous, on veut faire de la santé préventive. C'est ça qui nous passionne. On veut permettre aux gens de rester en bonne santé le plus possible. Et donc, c'est génial ce qu'on faisait avec Prism, mais le problème, c'est que lorsque tu fais une entreprise, c'est un problème, et ce n'est pas forcément un problème, mais en tout cas, à nos yeux d'entrepreneurs, c'était un problème. Lorsque tu fais une entreprise de santé physique, tu es extrêmement régulé. Et heureusement pour la santé publique. Simplement, quand tu te retrouves entrepreneur d'une entreprise comme ça, tu es dans une situation où tu n'as pas le droit, et je me répéterai jamais assez, encore heureux, mais tu n'as pas le droit de faire de chiffre d'affaires tant que tu n'es pas régulé. Mais quand tu prends la situation d'entrepreneur, c'est extrêmement frustrant. Parce que tu ne peux pas faire ce qu'on adore faire en start-up, qui est tu itères, tu lances un produit, tu as des retours clients, tu modifies le produit pour l'améliorer. Il n'y a pas de ça. Là, tu fais 10 ans de recherche, enfin tu es validé, et là, tu lances sur le marché. Et donc, du coup, je me suis rendu compte tout simplement que, nous, l'équipe collectivement, on s'est rendu compte que ce n'était pas notre profil. On ne s'épanouissait pas dans ce cadre dans lequel tu dois faire des années de recherche pour avoir le droit de te lancer sur le marché. Donc, on voulait quand même faire de la santé préventive. Et donc, on ne voulait pas déroger sur cet aspect de qualité, de recherche qu'on avait déjà. On voulait simplement être dans un endroit qui soit moins régulé. Et donc, c'est le cas de la santé mentale. Et c'est comme ça qu'on a fait le pivot et qu'on s'est orienté vers la santé mentale parce que c'est le secteur, encore plus que la nutrition, c'est l'aspect de ta santé qui va avoir le plus grand impact sur ton bien-être, sur ta santé physique. C'est si tu es en bonne ou en mauvaise santé mentale. Encore plus d'impact que la nutrition. Et du coup, Myriad, d'où c'est... Donc là, tu dis un peu que c'est le côté santé mentale qui est ultra important pour la santé de manière générale. Mais à quel moment tu te dis, je vais créer Myriad et voilà ce que ce sera ? Alors ça s'est fait en itération. C'est-à-dire qu'on s'est lancé vraiment dans l'idée de créer Myriad fin d'année 2019. On a créé la boîte en début 2020. Et donc, au départ, notre postulat de base, c'était de se dire tout le monde n'a pas forcément envie de parler avec un psychologue. Et aujourd'hui, la santé mentale, elle se résume quand même beaucoup à parler avec un psychologue. Mais il y a énormément de ressources qui peuvent t'accompagner en indépendant, qui peuvent apporter beaucoup de bien à plein de personnes qui ne sont pas prêtes à aller vers un psychologue. Donc ça, c'était notre premier constat. Ça, c'était le début de l'application. Puis derrière, on a évolué en se disant il y a plein de gens qui sont intéressés par ça, mais il y en a aussi plein d'autres qui aimeraient parler avec un psychologue. Ça apporte quand même une valeur énorme, ce côté humain. Donc, à peu près 1 an et demi après, on a rajouté les psychologues. Et enfin, une fois qu'on a atteint ce stade, on s'est dit, OK, maintenant qu'on a du contenu, des choses que tu peux faire en indépendant qui sont extrêmement intéressantes, tu peux parler avec des psychologues, ce qu'on veut rajouter, c'est on veut permettre à chaque personne de suivre un tunnel de soins. Ce que je veux dire par tunnel de soins, c'est on ne veut pas que la personne elle soit face à un catalogue de possibilités et de solutions où elle doit déterminer par elle-même ce qui va lui faire du bien. Nous, la manière dont ça fonctionne, Myriad, tu arrives, tu fais un test de personnalité très poussé qui te donne une interprétation, qui va derrière te proposer un parcours personnalisé qui va peut-être impliquer de parler avec des psychologues, peut-être pas, qui va peut-être impliquer du sport, peut-être impliquer de la méditation, peut-être de la thérapie. Ça va dépendre de ton test de personnalité, de la façon dont tu fonctionnes et de ce qui va t'aider dans ta santé mentale. Et ça, on l'a sorti à l'été 2022.
Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, toi et moi, parce qu'on veut aller encore plus loin que ça et avoir tout un impact en termes d'intelligence artificielle. Et donc, c'est, pour la petite histoire, hein, c'est comme ça que toi et moi, on s'est connus. Tout à fait. Le problème que vous aviez quand on s'est adressé la parole, c'était que votre application était vue comme une étagère et vous vouliez transformer ça en parcours potentiellement thérapeutique. Donc, exactement, c'est ça. Et en particulier, l'objectif, c'est que ce parcours s'auto-génère et soit évolutif grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que chaque action va être prise en compte et va te permettre de faire évoluer ton parcours. Et ce n'est pas uniquement le test de personnalité du départ qui détermine tout. Qui est très important aujourd'hui, surtout avec tout ce qui existe. Et il me semble que c'est un milieu auquel il y a pas mal de concurrence aussi. Oui, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que du coup, tu peux expliquer vite fait pour une personne qui ne connaîtrait pas du tout Myriad, l'expérience utilisateur? Quand on arrive, du coup, on remplit un test de personnalité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as terminé ce test de personnalité, on t'indique quel va être le parcours qu'on te recommande. Donc ce parcours, il va avoir une grande thématique. Améliorer ton alimentation, améliorer ta santé physique, gérer tes émotions, quelque chose d'orienté particulièrement sur le stress et l'anxiété, être un meilleur manager. Il y a une dizaine, je crois, de parcours. Ces parcours en soi, eux-mêmes sont évolutifs. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple particulier du stress. Mettons qu'à l'issue du test de personnalité, on détermine que... la première chose, c'est à l'issue du test de personnalité, la première question qui t'est demandée, c'est est-ce que tu te reconnais? Donc là, on a 95% des gens qui se reconnaissent sur ce test de personnalité. Là, on te dit, on te propose un parcours sur le stress. Et donc, pareil, là, je n'ai pas le chiffre exact, mais tu as une grande majorité des gens qui disent, ouais, ce parcours peut m'intéresser. Mais différentes personnes qui vont tomber sur le parcours du stress vont avoir des parcours différents. Tu as peut-être une personne sur laquelle ça va beaucoup se faire sur de l'activité physique, parce que l'activité physique, c'est un très bon facteur pour diminuer son stress. Une autre personne, ça sera beaucoup avec de l'accompagnement avec un être humain, donc un psychologue, a priori. Une autre personne, ça peut être sur un mix entre de la thérapie, de l'autothérapie qu'elle ferait elle-même, mais un accompagnement vraiment ciblé, peut-être 1 ou 2 fois par an, par exemple au tout départ et pour faire un point d'étape 6 mois après. Donc, ça va vraiment dépendre. Donc, ça, c'est l'axe principal de ce qui va t'arriver sur l'application Myriad. Mais à tout moment, tu peux choisir d'aller par toi-même parler avec l'un de nos professionnels avec lesquels on travaille. Donc, on a une 40aine de professionnels, de psychologues sur lesquels tu peux prendre rendez-vous à tout moment pour pouvoir échanger avec eux de tout sujet et bien évidemment en toute confidentialité. Ou tu peux aller explorer notre catalogue de contenus. Donc, c'est plus de 1000 contenus créés par des experts dans leur domaine dans une 20aine de catégories différentes. Donc, j'ai cité tout à l'heure, tu as du sport, tu as de la kinésithérapie, tu as de la boxe, différents types de sports, mais tu as aussi des choses plus orientées thérapie, soft skills, développement personnel, formation, santé mentale, méditation, tu as beaucoup de sujets. Donc, tu peux choisir, comme on en parlait tout à l'heure, le côté un peu étagère, d'aller prendre ce qui t'intéresse et de sélectionner des choses qui t'apportent de la valeur. Ok. Et du coup, un truc on n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on arrive sur Myriad? C'est qui vos clients finalement? Donc, nous, on est une entreprise B2B. Donc, ça veut dire que nos clients, ce sont des entreprises. Au tout départ, on a une petite phase B2C dans laquelle on vendait donc à des consommateurs. Mais on s'en est complètement détourné. Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des entreprises. Donc, pour avoir Myriad aujourd'hui, il faut que ton entreprise soit ma cliente et que derrière, elle distribue cette solution gratuitement à tous ses collaborateurs. Donc, je te donne un exemple. On travaille par exemple avec une antenne de la police nationale. Et donc, sur cette antenne, donc la police nationale, cette antenne nous paye un certain montant tous les ans. Et donc, tous les policiers, mais il n'y a pas que des policiers, il y a aussi éventuellement des cuisiniers, des gens qui travaillent derrière des bureaux, qui ne sont pas forcément gardiens de la paix. Ils ont accès à l'application Myriad gratuitement. Ok, je vois. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir accès à de l'aide en santé mentale sans forcément débourser des sous, puisque c'est l'entreprise qui s'en charge pour toi finalement. Exactement. Et donc, par exemple, tu peux parler avec un psychologue gratuitement, ce qui est quand même un super apport de valeur pour un collaborateur. Tu as aussi des coachs et tout ça, c'est au niveau du collaborateur, c'est gratuit. Ok. Et est-ce qu'il y a un commentaire d'une personne qui utilise l'application qui t'a particulièrement marqué? Oui, il y a une personne qui a indiqué qu'elle avait, j'en ai 2 en tête. Tu as une première personne qui a indiqué qu'elle avait qu'elle était en dépression. Et cette dépression, c'est parce qu'elle avait un mal de dos coriace qu'elle avait eu toute sa vie, en permanence, mal au dos. Et on a un parcours qui a été fait par une équipe de kinésithérapeutes en ergonomie. Elle a fait ce parcours et elle m'a dit « Je n'ai plus mal au dos, ma vie a changé ». Et elle a vraiment commenté « Ma vie a changé sur ce parcours ». Ça fait plaisir. Même si je n'ai changé qu'une vie,
En tout cas, si on n'a changé qu'une vie, c'est déjà une vie de changer positivement. Et une autre personne qui avait fait un contenu plus orienté santé mentale et qui était suivie par un psychologue qui nous a dit qui avait commenté qu'elle avait eu un second souffle. Elle avait utilisé le terme second souffle parce que ça allait vraiment pas pour elle. Je crois qu'elle avait déjà fait un premier arrêt maladie. Elle n'était pas en burn-out, mais un arrêt maladie qui sentait le burn-out. Et qu'elle avait retrouvé un second souffle grâce à Myriad et grâce en fait à cet accompagnement qu'elle avait pu avoir, aussi bien au travers de l'accompagnement avec un praticien, psychologue, que l'accompagnement tout seul en autothérapie. Ok, je vois. Et du coup, quand tu reçois ça, enfin quand votre équipe reçoit ça, vous en parlez le matin, comment ça se passe ? On a un canal Slack sur lequel on reçoit tous les commentaires anonymes, évidemment, qui sont donnés à l'application. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. Heureusement, la plupart du temps, ils sont quand même bons. Et donc, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir, mais aussi qui guide notre roadmap produit. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu un commentaire qui était négatif. J'ai oublié en particulier sur quoi, mais le commentaire, il était négatif. Et c'est sur un aspect où on s'est dit, mais on est complètement d'accord en fait avec ce commentaire négatif. La personne, elle a raison. On aurait fait le même commentaire. Et ça nous a fait faire une modification du produit pour améliorer la situation. Et donc, la personne avait laissé son adresse email. On avait recontacté cette personne en lui disant, regardez, on a ces modifications qu'on compte appliquer. Est-ce que vous pensez que ça améliorerait la situation ? La personne nous a dit, carrément, c'est vraiment super, ça répond à... C'est pour ça que j'avais mis ce commentaire négatif. Et donc, cette même personne était après très satisfaite. Donc ça fait plaisir, tu vois, quand tu fais... pour ceux ici qui ont déjà fait du produit, que ce soit en start-up ou dans une entreprise, lorsque tu fais du produit et que tu as vraiment des retours de personnes qui tirent de la valeur de ton produit ou qui sont frustrés parce qu'ils auraient aimé avoir de la valeur, mais quelque chose les a bloqués, et que tu as ces informations et que derrière, tu peux régler ces pain points et avoir le retour de l'utilisateur qui dit « voilà, ça fonctionne », c'est une excellente manière de faire du produit. Ça fait très plaisir. Petite pause pour vous demander de laisser un avis si le podcast vous plaît et suggérez-moi des invités en commentaire pour de futurs épisodes. Ça m'aide vraiment. On reprend. Et du coup, de manière plus globale, c'est quoi l'impact que vous voulez avoir dans le domaine de la santé mentale ? C'est une question compliquée parce que là, je pourrais te faire une réponse un peu ballot en te disant l'impact qu'on veut avoir, c'est l'améliorer. Donc du coup, plutôt que de dire juste l'impact qu'on veut avoir, parce que c'est ça en soi, ce qu'on veut, c'est améliorer la santé mentale, que la santé mentale soit vraiment quelque chose de primordial au travail, je vais plutôt te donner ma vision sur ce que devrait être la santé mentale au travail. Alors déjà, première chose, on n'est pas au travail pour être heureux. Ça, je signe, je persiste, les mots sont importants. Ça ne veut pas dire que tu es au travail pour être malheureux. Clairement pas. En revanche, ton travail, tu es censé t'épanouir dans ton travail. L'épanouissement, c'est différent du bonheur. Dès lors que tu retires cette équation de « on est au travail pour être heureux », mais plutôt on est au travail pour être épanoui, déjà, ça simplifie beaucoup le travail. Qui suis-je, moi, pour déterminer l'équation du bonheur ? Je n'ai aucune idée comment je peux faire en sorte de rendre les gens heureux, de créer du bonheur. En revanche, aider les gens à s'épanouir au travail, c'est quelque chose de plus mesurable. C'est quelque chose sur lequel tu peux mettre des vraies actions concrètes. Améliorer la structure de management, améliorer la culture d'entreprise, créer des temps forts collectifs. Ça, c'est des choses concrètes qui vont, dans l'immense majorité des cas, te permettre de plus t'épanouir dans ton travail. Donc, l'impact qu'on veut avoir, c'est ça. Nous, notre slogan, c'est permettre à chaque salarié de s'épanouir dans son travail. Oh, ok. Et du coup, dans toute cette aventure, depuis 2019, c'est quoi les gros défis auxquels vous avez dû faire face ? Il y a beaucoup de défis, mais je dirais quand même le principal défi, c'est d'être confronté à la réalité que qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles elles vont dire que le bien-être des collaborateurs, c'est important, mais c'est plus cosmétique qu'autre chose. Elles vont dire qu'elles font des choses, mais elles ne sont pas forcément intéressées par l'impact, elles sont plus intéressées par dire qu'elles font des choses. Et ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment que les entreprises, elles avaient une prise de conscience très forte sur l'intérêt de mettre en place ces solutions, alors qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises sur lesquelles ce n'est pas forcément le cas. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Comment est-ce que tu arrives à convaincre des entreprises que c'est dans leur intérêt de faire ça ? Tu as beaucoup d'acteurs en plus qui sont en jeu. Tu n'as pas que les RH, tu as aussi le management, etc. Comment est-ce que tu arrives à convaincre que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de prendre soin de la santé mentale de leurs salariés ? Puisque forcément, si elle est mauvaise, les personnes sont moins productives, tu as moins de fidélité, ça a un impact direct sur la productivité et même le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et du coup, c'est quoi les arguments que vous mettez en avant
pour changer ce point de vue des dirigeants par rapport à la santé mentale? Eh ben, si tu veux la vraie réponse, on n'utilise plus d'arguments du tout. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à une entreprise sur laquelle on se rend compte qu'il va falloir les convaincre, eh ben, on abandonne complètement. C'est-à-dire que c'est une triste réalité, ça, hein, mais évangéliser un prospect, tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire. Et donc, on s'est rendu compte qu'il est très difficile de signer un prospect qu'il faut déjà évangéliser, c'est-à-dire il faut le convaincre que c'est utile, et ensuite il faut le convaincre que c'est intéressant de travailler avec toi. Et donc maintenant, on ne travaille qu'avec des gens qui, lorsqu'on leur fait notre pitch de vente, lorsqu'on se rencontre, ils sont déjà d'accord. Ils sont déjà, oui, je ne dis pas que je suis d'accord que j'ai envie de bosser avec vous. En revanche, on est complètement d'accord qu'il faut faire de la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Et donc, du coup, ma réponse est pas d'argument. Si jamais ils pensent que c'est pas utile, on leur dit, écoutez, vous avez le droit d'avoir votre opinion. Dans ce cas-là, nous, on est une entreprise de santé mentale, donc je pense que il n'y a pas forcément d'intérêt de poursuivre la discussion. Et en plus, même quand tu prends cette posture, ils sont un peu pris à défaut. Et en général, c'est d'eux-mêmes, ils vont dire, oui, non, mais vous savez, je suis un peu dans la provoque, mais c'est quand même quelque chose qui peut être qu'on regarde, qui est intéressant. Mais voilà, on va jamais essayer de convaincre quelqu'un. Si quelqu'un nous dit que la santé mentale, ça sert à rien, on leur dit, vous êtes libre de penser ça, et on vous souhaite bonne continuation. Parce que ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut mettre en avant pour les personnes qui n'ont jamais entreprise, mais convaincre un prospect que son problème existe, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui prend beaucoup de temps. Exactement. Alors là, on sort de la thématique de la santé mentale, on est plus dans l'entrepreneuriat, mais le temps, c'est très important. Et ça doit être l'une des priorités absolues d'une entreprise, c'est la gestion du temps. On en parlait tout à l'heure, on avait un rendez-vous de vente et on se disait, on préfère un client à 5 000 € qui signe en 3 semaines qu'un client à 20 000 € qui signe en 6 mois. Donc 4 fois plus. C'est vraiment ce que tu souhaites, tu as un temps limité dans la vie, c'est la seule chose que tu peux pas acheter, quel que soit ton argent. Chaque mois, tu dépenses des salaires, chaque mois, c'est des dépenses. Et donc, du coup, quand tu es face à un client où tu dois déjà les convaincre qu'il y a un intérêt, c'est des personnes où tu peux planter ta boîte à espérer qu'un jour, tu vas signer quoi que ce soit avec ce client. Parce que peut-être un truc à rappeler, c'est que vous êtes toujours en incubation. Enfin, je ne sais pas si vous êtes en incubation, mais vous êtes au début de vie de votre entreprise et c'est le moment compliqué, quoi. Je ne sais pas si on est au début, puisque ça fait... on va faire notre 4e année et rentrer dans notre 5e année, mais on est encore... Alors, c'est des termes techniques que je vais utiliser, mais on n'a pas encore notre product market fit. Ce qu'on appelle le product market fit, c'est lorsque tu as trouvé un système réplicable dans lequel tu es capable de dire, je fais tant de chiffre d'affaires cette année, je vais faire tant de chiffre d'affaires l'année d'après, tant de chiffre d'affaires, l'année d'après, tant de chiffre d'affaires l'année encore d'après, puisque tout simplement, tu as des statistiques qui sont stables, dans lesquelles tu sais que tu signes tant de clients par semaine, du coup, tu as une rétention de tant de pourcentage, tes chiffres sont basés sur des grands échantillons, tu vois, ça fait 8 mois que toutes les semaines, tu as signé un client, du coup, et tu sais que chaque sales, il signe en moyenne un client par mois. Du coup, tu as 4 sales, tu sais qu'en moyenne, ils te signent un client par semaine. Du coup, si jamais ça fait 8 mois que tu constates ça, tu es très crédible quand tu fais tes projections de chiffre d'affaires. Et là, tu es vraiment dans une situation de product market fit. Nous, on n'a pas encore atteint ça, tu vois. Ok. Et qu'est-ce qui vous manque, d'après toi, pour que vous atteigniez ce niveau-là ? Si je le savais, je l'aurais déjà atteint. Tu le sais jamais. Il n'y a pas de formule magique de product market fit. Ce dont tu as besoin, c'est continuer à parler avec des clients, continuer de vérifier que tu apportes de la valeur. C'est énormément de dialogue avec les clients, avec les prospects. Tu as des signaux, tu vois, qui montrent. Quand je dis qu'on n'est pas en product market fit, on est quand même très bien. Depuis qu'on existe, on fait à peu près tous les ans 60 à 70% de croissance. Donc, ça se passe quand même très bien. Mais on n'a pas atteint ce stade dans lequel tu commences à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, tu es rentable. Ou alors, si tu n'es pas rentable, c'est parce que tu as fait une levée de fonds et donc, du coup, tu ne recherches pas encore la rentabilité. On n'a pas encore atteint ce stade. On a besoin de plus de volume, d'avoir plus de clients, d'avoir tout simplement plus d'expérience, quoi. Ok, je vois. En tout cas, le process que tu décris a l'air tout à fait sain d'aller vers le besoin qu'il y a. Exactement. Alors du coup, on va un peu s'éloigner de l'entrepreneuriat pour parler plus du domaine de la santé mentale. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la technologie dans ce domaine ? Je pense que c'est une question qui est délicate. Je pense que la technologie, elle a un rôle majeur à jouer, mais je pense qu'il y a un vrai danger à éviter. J'ai vu par exemple sortir des outils. Alors, je ne veux pas critiquer des choses, c'est mon avis. Ce que je vais donner, c'est vraiment mon opinion, mon avis, et ça n'engage que moi.
J'ai vu des outils comme Replica.ai, qui est une sorte d'ami, voire de petit ami virtuel, qui ne se cache pas, hein. Tu sais que c'est un robot et tu vas entretenir une relation avec ce robot, amicale, mais souvent plutôt amoureuse. Et c'est c'est complètement quelque chose qui est censé t'aider pour ta santé mentale. Et donc, tous ces virtualisations un petit peu de la santé mentale dans lesquelles un robot, une intelligence artificielle, va engager un dialogue avec toi, te donner une sensation de dialogue, d'échange. Mais en fait, tu n'es pas en train d'échanger avec un être humain, tu es en train d'échanger avec un robot. Et tu trompes en fait un petit peu ton cerveau en le faisant croire que tu as des échanges sains avec un être humain, mais en fait, c'est un robot. Ça, je pense que c'est très dangereux. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est complètement quelque chose de fictif. C'est une drogue. La drogue, on sait très bien que c'est des choses qui te font croire que tu vas bien, mais après, il y a une retombée. Et je suis persuadé, mais je ne répéterai jamais assez, hein, c'est mon avis, je suis persuadé que les effets secondaires de ça sont bien pires que les éventuels effets bénéfiques, que je pense aussi sont très court terme. C'est amusant que tu parles de ça parce que je discutais avec une personne il y a quelques semaines de l'implémentation de l'IA dans les systèmes de réalité virtuelle. Et cette personne me disait que l'un des plus gros risques, c'était le risque d'addiction et que c'est quelque chose qu'il fallait contrôler et maîtriser pour pouvoir encourager l'utilisateur à sortir de cette pseudo-relation pour faire d'autres choses. Et c'est amusant que tu m'en parles aussi. Tu vas jamais avoir une entreprise qui dit ça. Tu vois, par exemple, quand TikTok, quand Meta, donc Instagram, Facebook, etc., ils font des talks sur la santé mentale, ils sont parfaitement au courant de l'addiction que ça crée, mais c'est ça qui les fait vivre. Et vraiment, je leur jette pas du tout la pierre, hein. Je pense pas qu'ils sont maléfiques, hein. C'est des entreprises. C'est évident qu'ils veulent captiver leurs consommateurs. Je pense qu'il est très hypocrite de crier sur Meta et sur TikTok pour dire qu'ils rendent les gens accros. C'est leur business. En revanche, l'État aurait complètement raison de mettre en place des lois, un cadre de régulation pour empêcher ces addictions. Mais on ne peut pas s'attendre d'une entreprise qu'elle se saborde elle-même en rendant le produit moins addictif pour qu'en gros ça marche moins bien. C'est complètement irréel et hypocrite. Personne ne ferait ça à leur place. C'est-à-dire que c'est facile de critiquer de l'extérieur, mais personne ne ferait ça à leur place. Pour le coup, ça va dépendre de la raison sociale de ton entreprise. Dans le cadre de l'entreprise que j'ai questionné, ils font des systèmes de séances de psychologie virtuelles. Du coup, c'est dans leur intérêt que les utilisateurs deviennent autonomes par rapport à la santé mentale. Mais je suis d'accord que dans la majorité des cas, c'est des GAFAM et des grosses entreprises qui vont profiter de ce côté addictif pour attirer des gens et les maintenir dans cet état. C'est littéralement leur business model. Mais eux, disons qu'ils n'ont pas au moins l'hypocrisie d'être des entreprises de santé mentale. C'est pas leur objectif d'améliorer la santé mentale. Ça ne l'a jamais été. Leur objectif, c'est des réseaux sociaux, quoi. C'est de divertir les gens. Et donc ça, ils remplissent leur objectif. Si jamais il y a un effet secondaire d'addiction, c'est plutôt un effet secondaire malheureusement positif pour eux. Mais revenons à la santé mentale très concrètement. Je parlais de Replica.ai et tu me demandais l'impact de la technologie. Moi, je pense que la technologie, elle va avoir si bien utilisée, elle va avoir un impact extrêmement positif dans la santé mentale des gens, en particulier sur un aspect de recommandation, de comprendre, en fait, utiliser un algorithme d'intelligence artificielle dans lequel tu fais comprendre à cette personne, tu lui donnes des informations, soit au travers d'un test de personnalité, soit au travers d'une courte conversation, mais qui peut être, par exemple, avec un algorithme d'intelligence artificielle, et qui derrière est capable de te diagnostiquer de façon très précise et de te proposer un parcours. Ça, je pense que la valeur, elle est énorme. Parce que oui, dans un monde idéal, tout le monde parle avec un psychologue et tout le monde va faire un vrai humain qui va te diagnostiquer. Sauf qu'il faut redescendre, ça va pas se passer. Tu vas pas avoir 100% des gens ont une santé mentale, et pas 100% des gens vont aller parler avec un psychologue. Et moi, je pense, très bien, c'est très bien comme ça. Par contre, 100% des gens méritent d'avoir une bonne santé mentale et d'avoir une sorte d'outil personnel qui te connaissent bien et qui soient capables, mais vraiment à des fins qui ne soient pas néfastes. On ne parle pas d'un espion qui derrière va te vendre des pubs personnalisées. Vraiment un outil qui ne vend pas de pubs, c'est juste pas son business model. Son seul objectif à cet outil, c'est de bien te comprendre pour te proposer quelque chose qui te corresponde et qui te permette de prendre soin de ta santé mentale.
je pense que c'est exceptionnel. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment très, très bien pour l'humanité de manière générale. Ça sensibiliserait beaucoup les personnes à l'importance de prendre soin de leur santé mentale, mais surtout, ça leur donnerait les outils, parce que je pense que tout le monde sait que c'est important d'avoir une bonne santé mentale. Personne ne l'ignorera. Mais une chose, c'est savoir que c'est important. Une autre, c'est savoir, oh, d'accord, très bien. Qu'est-ce que je dois faire pour aller bien? Parce que j'aimerais beaucoup aller bien, mais bon, là, tout de suite, ça va pas. Et si je savais comment aller bien, je le ferais. Si je résume bien ta pensée, ce serait d'avoir une sorte de compagnon robot, on va dire, qui du coup t'aiderait à prendre soin de ta santé mentale en te faisant de la recommandation et en te faisant penser à ta santé mentale. Un truc de ce genre? Alors, c'est pas ça notre business model, donc je suis pas aussi précis que ça dans ma pensée, mais j'aime pas l'idée de compagnon, par exemple, parce que je te dis, moi, les idées comme Replica.ai où tu as une sorte d'ami virtuel, ça, je pense que c'est extrêmement toxique. Moi, je parle plus quelque chose de ponctuel, sur lequel, dans un moment bien ponctuel, tu le sais, tu es en train de donner des informations à un algorithme pour que cet algorithme te comprenne. Par un test de personnalité très poussé, éventuellement un échange, ça peut se faire avec un humain, mais ça pourrait se faire avec un algorithme. Mais tu le sais, là, tu es littéralement en train de donner des informations à un algorithme dans le but que cet algorithme te comprenne et te fasse des recommandations. Mais pas un compagnon à qui tu vas échanger de façon régulière. Ça, je dis pas que c'est pas bien, je dis qu'il y a trop de risques. Trop de risques de créer des addictions, de créer des faux sentiments d'échanges sociaux, alors qu'en fait, tu es en train de parler avec un robot. Donc, faire très attention aux dérives. Ok, je vois. Merci de ta réponse. Alors, la question suivante, c'est plutôt dans le côté entrepreneuriat en santé mentale. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait se lancer dans ce domaine? Déjà, d'être passionné, de bien déterminer quel est son go-to-market. Donc, go-to-market, c'est si ton objectif, c'est de créer une entreprise, pas une ONG, une entreprise, donc faire du chiffre d'affaires, tu dois comprendre que tu as deux enjeux. Tu as un enjeu, c'est tu détermines ce que tu veux faire, ton idée, etc. Mais si ton idée, elle a beau être si bien que ça, mais personne n'est prêt à l'acheter, tu n'as pas d'entreprise, en fait. Et donc, c'est un conseil général, c'est pas que lié à la santé mentale, mais tu m'as parlé d'entrepreneuriat, donc c'est le conseil que je donnerais à un entrepreneur, quel que soit le domaine, que ce soit santé mentale ou pas. Le numéro 1 que je donnerais, c'est assure-toi un maximum qu'il y ait un vrai besoin, que les gens soient prêts à payer pour l'idée que tu as. C'est le plus important. Ok, ça me semble être une très bonne réponse pour cette question. Et du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu recommandes aux personnes? Ça peut être un livre, ça peut être une émission, n'importe quoi. Ouais, franchement, s'il n'y en a qu'une seule il y en a tellement des ressources, mais je vais en recommander une plus une bonus. La chaîne YouTube Y Combinator, Y Combinator, c'est l'accélérateur, je ne sais pas si on peut l'appeler un accélérateur ou fonds d'investissement le plus prestigieux au monde. C'est ceux qui ont lancé Airbnb, qui ont lancé Dropbox, etc. Énormément de super succès de boîtes qu'on connaît aujourd'hui, ils ont été lancés là-bas. Et donc, ils ont une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat avec des conseils d'entrepreneurs exceptionnels. Vraiment des gens qui ont eu des réussites phénoménales et qui partaient de rien, qui n'avaient aucun capital social et encore moins financier et qui ont réussi à faire des grandes choses parce qu'ils ont su bien le faire. Et du coup, le plus un, c'est un blog qui est le blog de Paul Graham, qui est ni plus ni moins que le fondateur de Y Combinator. Il a un blog. Alors, malheureusement, toutes les sources que je cite sont en anglais. Je n'ai pas de source en français. Si je dirais une source en français, peut-être le blog de Éric Larchevêque. Il est pas mal, mais il est quand même tout petit. Et donc, le blog de Paul Graham, il a écrit quelques articles. Il doit y avoir une trentaine d'articles. C'est des articles très courts qui se lisent en général entre 1 et 5 minutes. Et c'est une avalanche de valeur. C'est que du bon sens et beaucoup de punchlines. Il y a cette fameuse phrase « Do things that don't scale ». Fais des choses qui ne passent pas à l'échelle. Par exemple, tu veux travailler avec, j'en sais rien moi, Google, va en bas des bureaux de Google, arrête les gens à la pause clope et leur dis « J'aimerais beaucoup vous parler, j'ai un produit qui serait génial pour aller avec vous ». Il dit « C'est comme ça que tu acquiers tes clients, mon gars, bon courage ». En fait, c'est comme ça que tu vas réussir à nouer des premiers contacts avec des clients qui vont vraiment croire en toi, qui vont te permettre de lancer ton produit. C'est un exemple comme ça, mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très bien. Et donc voilà, ces deux ressources, le blog de Paul Graham et la chaîne YouTube de Y Combinator, les yeux fermés. Ok, et surtout d'apprendre l'anglais, puisque c'est là-bas qu'il y a le plus d'informations a priori. De manière générale, sur Internet, il y a beaucoup plus d'informations en anglais qu'en français, mais en particulier dans l'entrepreneuriat,
c'est quand même quelque chose, c'est plus un esprit anglo-saxon d'entreprendre. Je dis pas qu'il n'y a pas plein d'entrepreneurs en France et de super entrepreneurs, il y en a, mais c'est vraiment une mentalité très anglo-saxonne de lancer une start-up. D'ailleurs, on n'a même pas de nom en français pour dire start-up. Donc, il y a beaucoup de ressources, donc je le recommande. Mais aujourd'hui, avec les outils modernes, tu vas sur le blog de Paul Graham, tu CTRL-C, CTRL-V son article de blog, tu le mets dans Reverso et tu l'as en français. Donc, c'est pas un problème. C'est vrai. Merci beaucoup, Anthony, pour cet échange. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ouais, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. J'ai déjà enregistré d'autres podcasts sur Spotify, mais plus axés entrepreneuriat. Donc, notamment l'Audi Sales, mais aussi Charbon, avec J'ai un pote dans la com. Donc, qui sont 2 podcasts dans lesquels je parle d'entrepreneuriat. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Anthony Munoz Cifuentes, sur ma page entreprise, Myriad, sur LinkedIn. Et je crois qu'on a aussi une page Instagram, on n'est pas très actif. Ok, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur le podcast et en nous proposant des idées d'invités en commentaire.